Et bonsoir à tous. Coucou Nico, coucou Rotifred, hello Katsu. Comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme pour ce lundi, ce début de semaine? Magnifique, on est content, on est ravis. Bon, on se retrouve donc pour le deuxième live au sujet des archétypes sexuels. Donc, comme je vous ai expliqué la dernière fois, là, sur les prochaines semaines à venir, on va surtout développer plein de profils. On va appeler ça des profils pour que ce soit un petit peu plus parlant, selon moi. Et donc, plein de profils. Et donc, dans certains, vous allez peut-être pouvoir vous y retrouver ou peut-être pas. Enfin, voilà. On va essayer de prendre ça un peu de façon, je sais pas le mot qui me vient, mais j'allais dire drôle, mais c'est pas drôle, mais bon, voilà, amusante, voilà, en se disant, oh, ça c'est peut-être moi, ça c'est peut-être pas moi, enfin bon, voilà, bref, on essaye de trouver ce qu'on peut pour alimenter les quiz, hein. Du coup, comme d'habitude, vous avez le quiz qui est épinglé en haut du chat. N'oubliez pas qu'il y a un décalage entre ce que vous voyez sur Twitch et ce que vous voyez sur votre jeu. Et puis, si vous êtes installé, on va commencer tranquillement, hein. Ça, c'est moi. Ben voilà, tu vois, Nico. Et d'ailleurs, jolie série de visionnage. Pardon, je n'ai rien dit, mais voilà, tu vois, là, ça marche bien. Bon, cette semaine, bon, je suis un petit peu moins là par rapport à la semaine d'avant. Mais voilà, on va essayer quand même voilà, poursuivre ces belles séries. Du coup, alors, attention si vous dites oh ça c'est Julie, attention sur lequel vous allez le dire, hein. Voilà, ne me faites en sorte de pas trop me vexer, s'il vous plaît. Bon, du coup, on coupe la musique. Ah non, je voulais mettre, attendez, d'afficher, parce que on se pèle un peu le cul, hein. Voilà, voilà donc j'ai décidé qu'on allait se mettre en automne. Voilà, c'est bien l'automne, hein, on est pas mal. On va le dire surtout, on aura forcément juste un moment. Ah bah ça. Du coup, tac, ouais, donc on a, je sais plus combien de questions, hein, ça devrait être affiché un moment. Mais voilà, on a à peu près, ouais, 20, 20, 26, 25, 27, je ne sais plus trop. Bref, en place, on va commencer tranquillement. Je suis perdue. Ouais, je suis complètement. Oh non! S'il te plaît, pitié, pitié! Je crois pas, non. Je crois pas, non. Il a dû vouloir laisser le podium aux autres. Donc on va commencer. Tenez-vous prêts et découvrons-nous. Oui, moi aussi je suis outrée, mais tu sais. Alors, on va commencer par l'étalon. À quoi obéit l'étalon? À la raison, à l'autorité sociale, à l'instinct ou à la morale? Alors sachez que j'ai tapé sur Google étalon homme. Voilà. Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté de taper pour essayer d'imager le quiz. Donc comme d'habitude, voilà, voilà. Donc effectivement, l'étalon, il obéit à l'instinct. On fait une deuxième petite question et on va développer. Donc là, on est sur des caractéristiques et comment ça s'exprime l'étalon. Et donc comment il agit l'étalon? De façon bestiale et pulsionnelle, selon des valeurs religieuses, avec détachement et analyse ou par imitation du père. Ok, ok. Là, on a compris de quoi on parlait. Donc effectivement, l'étalon, il agit à l'instinct, il a tendance à être bestial, pulsionnel, il est actif, insatiable, on l'arrête jamais, et infatigable. Donc c'est un jouisseur qui aime se sentir tel un mâle reproducteur, il aime se sentir viril et en a besoin. Ce qui signifie pour lui être fort, robuste et performant. Ça, je pense que tout le monde a l'image de ce type de personne, hein. Je pense que c'est assez parlant. Ok, pourquoi pas. On va passer aux besoins inconscients de l'étalon. Quel est le besoin inconscient de l'étalon? Se sentir vivant, être reconnu socialement, fonder une famille stable ou prouver sa fidélité. C'est pas moi, c'est le mot vigueur. C'est pas moi, ok. Bon, c'est pas moi non plus, hein. Enfin, je suis pas un mal reproducteur après tout, déjà, de base.
Ok, ok, on est pas mal. Et visiblement, on a une deuxième. Là, j'ai mis trois questions même. Incroyable. Que procure la pulsion sexuelle à l'étalon? Un apaisement face à la solitude, de l'anxiété ou du rejet, une sensation de vitalité, un besoin de domination intellectuelle. Ah ouais, donc on a 24 questions ce soir. Et... Alors, la domination intellectuelle, là, les talents, qu'on comprenne bien, l'intellect, il est pas trop là. Non, c'est pas avec ta tête qu'il réfléchit, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, on a plusieurs besoins inconscients. On a se sentir vivant, alors inconscient ou conscient, hein, mais voilà, il peut en avoir conscience, tout comme pas du tout. Les talons, il est con comme une chaise. C'est pas ce que j'ai dit. Ça, après, vous voyez. Donc, lorsqu'un homme est pris d'une pulsion sexuelle, bah, son énergie, elle va monter, la fougue avec, et ça, bah, ça va lui donner la sensation d'être plein de vitalité. Un autre besoin, c'est être en bonne santé. Alors, ça, après, c'est vrai, pour le coup, le sexe, c'est un antidouleur, qui est assez remarquable, et un déstressant. Donc, ça donne et ça fait circuler l'énergie, donc ça permet d'être en meilleure santé. Et un autre besoin qui est assurer sa lignée. Le sexe, bah, ça permet de se reproduire, d'assurer la survie de l'espèce et de transmettre ses gènes. On passe à un dernier besoin, enfin une dernière question et deux nouveaux besoins. À quoi les talons peut-il inconsciemment associer le sexe? C'est pas le fromage le plus affiné de la cave. Oh. J'ai une image du coup, mais pas de fromage, donc ça me dégoûte un peu. Donc il associe le sexe à quoi? Une fusion mystique, une expérience d'apprentissage, un jeu de rôle amoureux ou un champ de bataille? Tout à fait. On est vraiment en mode c'est la guerre, hein. Les talons, il est pas là pour rigoler, hein. Donc, en besoin, on a le fait de se sentir invincible. Les talons, il est infatigable, il est robuste, il est fort, il est endurant, donc on peut pas l'abattre, on peut pas venir à bout de lui. Et donc, il peut identifier le sexe à un champ de bataille. Et enfin, le dernier besoin qui est de se sentir viril. L'homme, il va ressentir de la valorisation et de la reconnaissance. Le bon sauvage, ouais, voilà, il est sauvage. Donc maintenant, on va passer aux peurs inconscientes. On a une question. Quelle est la peur inconsciente de l'étalon? Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être. Donc sa peur, c'est l'oubli de soi, l'ennui, la mort ou la trahison féminine. Ok. Ok, intéressant. Qui est la personne qui a bien répondu? Bien joué, bien joué. Effectivement, s'il n'y a pas de relation sexuelle, ben, il n'y a pas de vie. Donc, pas de survie de l'espèce. Donc, peur inconsciente de la mort. Tu regarder la série. Quoi? De quoi? La série de quoi? De quoi tu parles? Faut donner un contexte, hein, parce que tu parles de Rocco Siffredi pour après dire ça. C'est pas bon, ça. Donc ensuite, au niveau d'autres peurs inconscientes, bah, que la lignée prenne fin, du coup, donc pas de sexe, bah, pas de descendance, et du jugement social, de l'image sociale. Et Talon, il va se poser la question de qui il est et quelle est sa place dans la société, s'il ne fonde pas de famille, s'il n'est ni un amant, ni un père, voilà. S'il n'est pas tout ça, qu'est-ce qu'il est? Ouais. Ah, ça m'a pas marqué. Ou peut-être, mais tu vois, ça m'a pas marqué. C'est possible, hein. Je sais plus. Il y a une série sur Netflix. Franchement, je sais pas, faudrait que je regarde. Je vais regarder. Je vais lancer la prochaine question, je vais checker. Donc on passe à un nouveau profil. Donc là, on a vu les talons. Et là, on va passer à l'émasculé. J'ai tapé ça sur Google pour illustrer. Je ne recommencerai pas. Vraiment pas. Donc, que signifie la castration? Déjà, on va être un petit peu dans du basique, hein. Vraiment, la castration, c'est quoi? C'est la stérilisation psychologique, c'est l'amputation du pouvoir paternel, la perte symbolique du désir ou le retrait des testicules. On est dans du littéral là, hein. Enfin, c'est vraiment. Non, mais je vais pas te taper Rocco Siffredi sur mon truc quand même.
Roku. Ah si, Super Sexe. Si, si, je l'ai vu, oui, tout à fait, cet épisode. Ah non, c'était un film, non? Attendez, excusez-moi, hein. Oui, c'était une série sur lui, c'était pas un docu. Oui, Super Sexe, c'était bien, je crois. Avec je sais plus quelle musique qui t'avait trop marre. Ah, c'était sur celle-là? Ah oui, alors c'est pas... Oui, t'as raison, si, si, si. Oui, avec l'Indien. Enfin bon, bref, c'est bon. Entre ceux qui a répondu Tarata, bon bah c'était ça. Ah oui, non mais là, je vous ai dit, alors attention, la prochaine question, on est aussi dans du terre à terre. Là, on n'est pas dans l'analyse et les archétypes, hein, ok? Ah oui, mais c'est clair, mais tu es ma mémoire, tu es ma secrétaire, tout ça. Donc, quand on vous castre, enfin, non, ça n'arrive pas, logiquement. Mais si on vous castre, c'est pas symbolique, hein, c'est physique. On vous enlève vraiment les testicules. Donc voilà. Là, on est tendu. J'imagine un peu le truc. Enfin bon, bref. Deuxième question, terre à terre, je reprécise. Que désigne l'émasculation? Donc on a la castration, qui est le retrait des testicules, et l'émasculation. C'est une dissociation sexuelle inconsciente, une stérilisation chimique, le retrait des testicules et du pénis, ou une perte de libido. Et coucou, Mathieu, comment ça va? Ça fait longtemps. On arrive toujours au bon moment ici. Pas de kiff. Ok, donc effectivement, effectivement. Donc l'émasculation, ça va correspondre à l'orchidectomie et la pénectomie, ce qui veut dire qu'on enlève les testicules et le pénis. Voilà, c'est super. Et donc, une question à ce sujet. Comment la société perçoit-elle souvent les hommes castrés ou émasculés? Comme initiés spirituellement, comme non virils, comme mystiques et puissants, ou comme marginaux séduisants? Je suis dans le psy. C'est-à-dire que je suis dans le psy. Ok, là on est bien. Donc effectivement, les hommes castrés ou émasculés, donc privés de leurs organes de reproduction, ils vont être perçus comme non virils par la société. Bon, on a un joli un petit podium, là, c'est bien. Oui, oui. Au travers du fruit. Terrible. Donc là, on va voir deux nouveaux opposés, qui va être la génitrice et l'infertile. Donc première question. Quelle est la caractéristique principale de la génitrice? Elle est sensuelle et séductrice, elle est rationnelle et froide, elle est carriériste et distante, ou elle est maternelle? En théorie, qu'on soit bien d'accord. Je suis trop... Ah, tu es trop... Pas pareil, effectivement. Ok. Alors, la génitrice, non, elle est pas là pour être sensuelle et séductrice, non, justement. Justement. Bon, et il y en a qui peut-être du coup le sont, mais elles n'ont pas compris leur rôle de génitrice. Mais du coup, elles sont pas génitrices. C'est pas une... non, et pas une génitrice. Ok, ok, bon, non. Donc, la génitrice, elle est maternelle, elle est réceptive, soignante, accueillante, tendre et dévouée, en théorie. On passe à ses besoins inconscients. Donc, quel est le besoin inconscient? Elle pense que chien et s'en va. Effectivement, je comprends plus, ça y est. Mais non, 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 ne panique pas. Ne panique pas. Donc, le besoin de la génitrice. Donc, celle qui est réceptive, soignante, accueillante, tendre. La... Vous êtes horrible, non. Donc, son besoin, c'est procréer, c'est dur plusieurs parties. Ok, donc c'est procréer, effectivement. Effectivement, c'est un peu son rôle, hein. Voilà. Deuxième question sur les besoins inconscients. Comment la femme est-elle perçue dans l'inconscient collectif? Comme une guerrière, comme une rivale de l'homme, comme une muse inaccessible ou comme une reproductrice? Dans l'inconscient collectif. La femme, elle est là pourquoi? Et- Ok.
Ok. Donc, on reprend les besoins inconscients. Donc, elle, la génitrice, ce qu'elle veut, c'est procréer. Elle tient à engendrer et à porter la vie, et elle est persuadée que c'est son rôle. Mais bon, c'est comme le demandent aussi les conventions sociales. Et donc, dans l'inconscient collectif, ben, la femme, c'est une reproductrice. On attend d'elle qu'elle l'enfante, et ça lui confère donc une valeur sociale. Enregistrez bien ce que je vous dis là. Et donc, bah, la génitrice, elle va être choisie en tant qu'épouse et avoir un mari et un toit. C'est plutôt pratique. Euh... Ah, je vois, Masque, c'est bien, t'es en grande forme. Mais vous êtes tous en forme. C'est... Aïe, 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 aïe. Terrible. Vous me tuez. Allez, la peur inconsciente. Qu'est-ce que ça va être pour la génitrice? D'être dominée par son enfant, d'être abandonnée, d'être infertile ou d'être invisible dans la société. Et non, et non, parce que son rôle à elle, ça va être une autre qui a envie d'être vue. Mais non, elle, vu que son besoin, c'est de procréer et de faire des enfants, ben, sa plus grande peur, ça va être de ne pas pouvoir en faire. Donc, d'être infertile, voire stérile, et donc de ne pas pouvoir enfanter. Enfanter, non mais... Alors, là, on va arriver sur... on va faire 4 questions d'affilée. Attention, accrochez-vous. Mais ça va être intéressant. J'aime bien. Et bien joué pour les 7 bonnes réponses d'affilée. Dis donc. Bon, je ne sais toujours pas qui est qui entre vous deux, hein, vu que personne ne veut se différencier. Donc, comment est perçue la femme infertile dans certaines croyances anciennes? Comme une muse sacrée, comme une malédiction, comme une femme libre ou comme une sorcière à initier? Alors aujourd'hui, effectivement, il y en a qui devraient peut-être pas. Mais bon, c'est un vaste et grand sujet. Ok, donc effectivement, on va développer après, hein. Autrefois, qui était jugée fautive lorsqu'un couple n'avait pas d'enfant? La lignée paternelle, la femme, l'homme ou la divinité locale? Ah, ah, mais le bot, il bloque ça. C'est terrible. Oui, mais bien sûr. Tu n'avais pas compris qu'on parlait de ça, Masque? Donc, ok. Vous avez bien capté. 8 bonnes réponses d'affilée, c'est beau. Pourquoi la stérilité masculine était-elle niée? Pour ne pas remettre en cause la puissance de l'homme, par ignorance biologique, par peur du féminin ou par souci de protéger l'enfant. Ok. Et dernière question. Que soupçonne-t-on d'une femme stérile selon certains mythes anciens? D'avoir manqué de beauté, d'avoir été infidèle ou impie, d'avoir défié la hiérarchie divine ou d'avoir transmis une malédiction masculine. Mais je crois que j'en ai loupé. Enfin, qu'il en reste une, non? Je ne sais plus. J'ai mal compté. On va en faire une autre dans le doute. Et puis sinon on parlera plus longtemps après. Ok. Ok, intéressant. Attendez, je regarde juste. On lance, et tant pis si on s'avance trop. Oui, on s'est trop avancé. Quel est le but de l'hédoniste? Prochain profil. C'est le respect des traditions, la recherche de plaisir, l'oubli de la sexualité ou la maîtrise de soi. Je suis pas héritier d'années de savoir. Je suis pas sûre de saisir. Ok, ok. Allez, donc on revient avec notre génitrice et notre infertile. Donc, pour rappel, la génitrice, donc elle veut procréer, elle tient à engendrer et à porter la vie. Et donc, si elle est infertile, elle ne pourra pas assurer la lignée de son mari. Donc, elle va craindre d'être jugée pour ça et d'être perçue comme une malédiction.
Et autrefois, et encore aujourd'hui dans certains pays, une femme qui ne parvenait pas à tomber enceinte était forcément la fautive. On adore. La stérilité, elle n'est pas attribuée à l'homme pour pas remettre sa puissance en cause, puisqu'il est censé être le fondateur de son lignage. Et donc, lorsqu'une femme est stérile, ben, c'est terrible, les autres, ils vont penser qu'elle paie ses infidélités passées ou un manque de piété. Voilà, voilà, voilà. Donc des fois on se dit, on est bien aujourd'hui, mais enfin bon, voilà, c'est peut-être mieux parfois aujourd'hui, hein, mais bon, ça se discute. Alors, il y a une croyance ancienne qui dit que Dieu, il donne beaucoup d'enfants à la femme comme un cadeau pour la récompenser ou récompenser son mari. Donc avoir une nombreuse descendance, c'est donc un signe de bénédiction. Et si la femme ne reçoit pas de cadeau, c'est forcément qu'elle n'est pas digne de le recevoir. On adore encore plus. Donc, on a la génitrice qui craint de passer à côté de la maternité, parce que bon, on l'a vu, elle se sent exister à travers ce rôle-là, mère et épouse, et elle cherche pas ou ne pense pas pouvoir jouer un autre rôle. Voilà. Aujourd'hui, dans nos sociétés, il va être plutôt mal vu, voire tabou pour les femmes de pas vouloir d'enfants. D'accord? Combien de ça, on en a souvent parlé. Les nanas à nos âges, hein, voilà, qui ont toujours pas d'enfants, on leur demande c'est pour quand et pourquoi, machin, et si tu oses dire que tu n'en veux pas, catastrophe. Donc elles vont être jugées, elles vont passer pour des égoïstes, et tandis que les hommes non désireux d'avoir des enfants, ça passe presque inaperçu. Voilà, voilà. Ça c'est quand même la réalité d'aujourd'hui. Donc ça, voilà, on a vu la génitrice et l'infertile. Et maintenant je vous lis. Nanana. Exactement, masque. C'est ça. On le sait que la place des femmes, c'est la cuisine. T'as été kick du quiz. Bah vas-y, il te reste un peu de temps pour vite y aller. Non, ça va, j'ai encore quelques années devant moi. Mon docteur me l'a dit. C'est bon, tout va bien. Je suis sauvée. Je peux encore procréer. Voilà. Sinon, je serai de l'autre côté. Donc, l'hédoniste, on a fait un petit pas en avant. Lui, il va être en recherche du plaisir. Et ça peut même être totalement le but de son existence. Il est ardent, passionné, il aime profiter de ce que la vie lui offre et il est très en lien avec la matière, le charnel et ses sens, tout ça, tout ça, tout ça. Du coup, j'existe plus. Mais comment ça? Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu racontes? Comment c'est possible? Et la pub maintenant. Bon, d'accord, voilà, Katsu et sa chance légendaire. Donc au niveau des besoins inconscients de l'hédoniste. Alors lui, il aime jouir du sexe, il aime le plaisir, il sait que jouir c'est bon pour la santé, parce que ça va augmenter ses défenses immunitaires, ça diminue le stress, ça fait dépenser des calories. Mais il aime... Alors, masque, il faut à chaque fois que j'autorise ces messages. C'est quand même un concept. Le bot, il a craqué. J'ai déjà vu, ouais, je souviens, faut d'abord chose à dire, mais j'ai trop l'envers, c'est toi, qui va faire ça. C'est pas mal comme réponse aussi, Masque. T'as entièrement raison. T'as entièrement raison. Requiche. Ah ah, oui, quoi? Donc, il jouit du sexe, mais il jouit aussi de la vie en général. Il va avoir par exemple une alimentation hédoniste qui va correspondre à manger sans faim juste pour se faire plaisir. On passe à une question concernant les besoins. Pourquoi l'hédoniste cherche-t-il le plaisir? Pour séduire l'autre, pour briller socialement, pour affirmer sa virilité ou pour éviter la souffrance? Oh là là, vous partez en philo là? C'est vrai que ça fait un petit peu philo tout ça, mais c'est pas... Hmm. Effectivement, il va rechercher le plaisir pour éviter la souffrance. S'il prend du plaisir, il souffre pas. Voilà, ça c'est un peu... on va le retrouver dans problématiques, oui, d'addiction. Voilà, on va aller vers la substance addictive pour ne pas ressentir la souffrance. Donc alcool, sexe, drogue, etc., etc., etc. On consomme pour ne pas souffrir. Bon, après la chute est brutale, attention, qu'on soit bien d'accord, mais c'est un peu le même fonctionnement. Autre question.
Quel est un besoin fondamental de l'hédoniste? Un autre de ses besoins. Dominer par le savoir, contrôler ses émotions, se sentir exister par le toucher ou s'effacer devant l'autre. Le nombre de questions, je joue à blanc. Tu tires à blanc toi aussi? N'aime pas masque. Je sais pas quel terme il n'aime pas chez lui, mais bon. Expérience du plaisir est une expérience qui me représente sur le regard, sur les... Oui, tout à fait. Mais ça va pas ou quoi? Mon Dieu. Des fois, j'en suis à me demander si vous êtes vraiment premier degré ou pas. Parce que si vous l'êtes, c'est vraiment inquiétant. Je vous le dis. Tac. Donc effectivement, l'hédoniste, il a besoin de se sentir exister par le toucher. Parce qu'il va faire l'amour, il touche l'autre. Et c'est plus qu'un besoin physiologique, c'est un besoin biologique pour lui. Et il a aussi un besoin de s'individualiser. Le désir et le plaisir, ça va être des moyens pour lui d'individuation. Et ce que nous aimons ou souhaitons détermine nos goûts propres et donc qui nous sommes en tant qu'individus uniques. Donc, quelles sont les peurs de l'hédoniste? Donc, la peur inconsciente. Oh mon Dieu, quelle horreur. Bon, après, c'est pas irréversible, il me semble, hein, quand c'est fait comme ça. J'espère pas. Ok, ok. On est pas mal. Non, être démasqué de quoi? Donc effectivement, parmi les peurs inconscientes, on a le fait de ne pas exister. Si l'hédoniste n'est plus en relation avec ses sens, il va avoir le sentiment d'être déconnecté de la réalité et donc de plus en faire partie. Il a peur de souffrir. Lui, il va tenter souvent de se faire plaisir donc pour pallier les manques qu'il a connus lors de périodes difficiles de sa vie. Et il a peur de s'éteindre et par conséquent de mourir. Si l'hédoniste ne profite plus de la vie, qu'il jouit plus de ses plaisirs, il a le sentiment que quelque chose s'éteint en lui. Et en s'éteignant, il a l'impression de mourir. Voilà, logique. Tac, tac, tac. Mais c'est pas un livre communiste, bon Dieu! Je réfléchis, mais non, pas du tout! Pas du tout! Ouais. Du coup, on passe au dernier archétype qui est l'ascète. Donc, l'ascète, c'est celui qui pratique la discipline de l'ascèse. Voilà, j'espère que vous savez ce que c'est. Prochaine question. Qu'est-ce que l'ascèse? Une stratégie de séduction passive, une quête de reconnaissance sociale, un renoncement au plaisir matériel pour accéder au spirituel ou un repli mélancolique sur soi? Toi, tu sais? Comment ça, toi, tu sais? Oh là là! Donc, effectivement, l'ascète, ça consiste à renoncer à des choses en rapport avec le monde de la matière pour se relier au spirituel. Il va renoncer généralement au plaisir de manière large, nourriture, plaisir sexuel, etc., etc. Il va être sobre, modéré, économe. C'est les hippies. Il n'y a pas de plaisir sexuel, les hippies, un peu quand même, hein. Donc, pas tout à fait. Je sais pas qui c'est derrière non plus. Alors, au niveau des besoins inconscients, que recherche l'ascète? Le rejet de la chair, l'élévation spirituelle, le dépassement physique ou la fusion avec l'autre. Seulement ça? D'accord. Bon, merci pour ton information, parce que... Génial. Ok, ok. Tac, tac, tac. Ok. Et dernière question. Donc effectivement, l'ascète, il a besoin de s'élever spirituellement. Il va renoncer à certaines choses pour ne pas se laisser divertir ou pervertir. Et il entretient une relation d'intériorité avec lui-même. Et donc, dernière question, on va voir toutes les peurs inconscientes de l'ascète. Mais non, je vais pas faire un live sur le communisme. Quelle est la peur inconsciente de l'ascète? Être tenté par le désir, s'éloigner de sa mère, ne pas s'élever en conscience ou être jugé par la société. Ok. Donc,
Les peurs inconscientes, ne pas s'élever en conscience et donc s'éloigner de Dieu. Il va penser que tout ce qui est lié à la matière le rabaisse et donc pour élever son esprit, ben, il faut s'en couper. Il a peur de se perdre dans le plaisir. Pour lui, la quête du plaisir, c'est lié à la matière, c'est une source de distraction, symbole de superflu et de superficialité. Il a peur de ne pas pouvoir avoir accès à l'hédonisme à cause d'un physique qui va juger ingrat, par exemple, ou d'un statut hiérarchique qui lui permettrait pas d'accéder à certains privilèges. Donc en se coupant des plaisirs de l'hédonisme, il n'a pas à souffrir de ne pas y avoir accès, puisqu'il va faire une croix dessus. Et au moins, il n'en pâtit pas. Et c'est une protection par privation. Et enfin, il a peur de perdre ce qu'il a. Il y renonce car plutôt que d'acquérir des biens matériels, de connaître le plaisir et d'ensuite tout perdre, il préfère ne pas se l'autoriser du tout. Et pour certaines personnes, le fait de perdre des choses ou des sensations, c'est difficile et c'est une vraie privation. Voilou, voilou. Donc voyons voir pour ce soir. Bon, même si on en a perdu un en route, du coup. Donc, nous avons le coyote en 3e place, suivi du lièvre solaire. Et en première place, nous avons la taupe incroyable. Bien joué. Et donc suivi d'alligator et de merle. Bravo à vous. Bien joué. Alors, tac, tac, on coupe tout ça. C'est infernal. De musique chaos terrible. J'ai tout faux sur la Il t'a pas trop inspiré, lui. Y a pas une théoropsie sur le trauma de... On peut, on peut. Alors qu'il y aurait énormément de matière dans l'ambiance, par exemple, dans l'absence de souffrance de l'éthique, alors déjà, comme avec Katsu, mais de la ponctuation, tu vois, c'est plus lisible et moins... Ouh, là, tu vois, non, je suis là sans le vouloir. Ah, bon ben voilà, ça y est, on commence à découvrir des petits profils. Bon, alors je sais pas ce que vous en avez pensé, si c'était dur, pas dur ou autre, pas intéressant. Ah ben j'imagine pas, non. Non, non, j'imagine pas. Non, non, non. Donc semaine prochaine, on voit quoi? On voit la Vierge, on voit la putain, on voit l'hypersexuel, la sexuelle, le partenaire, le célibataire, et c'est déjà pas mal. Ça va être sympa tout ça. On va parler beaucoup de cul la semaine prochaine, visiblement. C'est fantastique. Voilà, voilà. C'était pas trop dur et intéressant. Alors, c'était pas trop dur et c'était intéressant ou c'était pas trop dur et pas trop intéressant? Tu vois, c'est ponctuation, encore et toujours. Très bien, mais bon, c'est bien. Nico aime la difficulté. Merde, je l'ai masqué pour moi. Bon, ben c'est pas grave. On voit la Vierge. On voit la Vierge. Bon, ben, pourquoi je me suis vraiment rire sans raison? Sans raison, t'es possédé. Enfin, je vais à Amsterdam, je vote donc pour la... Je vous raconterai de la... Ah, mais grave, hein. Bah voilà, là tu vas en voir, hein. Enfin, bon, le lèche vitre. Oh, mais quel enfer, ça aussi, c'est particulier. Je suis la putain. On fera des teams lundi prochain. Voilà, team vierge, team putain, team asexuel, hypersexuel. Il y en a qui attendent ça. Ah, ben oui, oui, oui. Ah, ben oui, ben on va... Oui, d'accord, on voit la vierge, oui. Oui, tout à fait. Ah, oui. Ok. Bon, les amis, merci pour votre participation ce soir. On se retrouve demain. Demain, 17h20-30 pour la suite de l'expédition 33. Ça va être le seul live de la semaine. Faut pas que je perde la main. Hein. Ouais. Je réfléchis, mais ouais. Bon, on va voir. Demain, on a dit qu'on allait refaire un petit peu la map pour XP un peu, et puis on va monter sur le dos du truc, là. Puis voilà. Et puis après, ça sera vendredi 7D. Si ça bug pas, parce qu'on a compris que c'était 7D le problème. Donc on verra. Il y aura une partie de 7D en tout cas. On verra combien de temps. Et dimanche soir, live cringe, hein, n'est-ce pas? Julie qui s'inquiète pour notre santé mentale. Non, jamais. Pas du tout. Je m'inquiète assez pour moi. Ça va, bien. Ah bah oui, bah tu essaieras de repasser. Tu repasseras bien un jour, ça c'est évident. Mais quand? Telle est la question. Merci à toi en tout cas d'être venu, Masque. À très vite. Bon séjour à Amsterdam avec les putes. Et puis voilà. Hein.
Je peux y écrire, moi. Oui, là, le mental, il a atteint, c'est clair. Bon, je vous fais des bisous, passez une bonne soirée, bon courage pour demain, bonne nuit, faites de beaux rêves, et puis à demain sur Expédition 33. Hein. Allez, des bisous, ciao ciao.